Madame Céline Morin, Monsieur Félicien Margueritas, Madame Patricia Charton, Monsieur Marcel Belleuil, absent, sans pouvoir, Madame Noël Proust, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen, Madame Véronique Lemoine, absente, pouvoir, Monsieur Thierry Doléan, Monsieur Philippe Miraud, Madame Isabelle Rambose, Monsieur Joël Maillard, Madame Martine Joly, Monsieur Serge Céllerin, absence, pouvoir à Madame Sophie Mérès, Monsieur Philippe Guillonneau, Monsieur Xavier Lefebvre, absent, pouvoir à Monsieur Michel Noblet, Madame Myriane Mathieu, Madame Jessica Kellier, Monsieur Vincent Couric, pouvoir à Monsieur Félicien Margueritas, Monsieur Claude Copin, Madame Sylvie Béguet, Monsieur Stéphane Tronche, Monsieur Nelson Dos Santos, Monsieur Serge Loisel, pouvoir, absent au pouvoir à Monsieur Philippe Coustour, Monsieur Philippe Gascoin. Merci. Bien. Nous allons passer à la désignation d'un secrétaire de séance qui se présente. Monsieur Félicien Margueritas. Merci. Bien. Tout d'abord, juste un petit mot pour remercier Gwenola qui est derrière nous pour cette formation tout à l'heure sur Idées Libres. Voilà, petit mot. Ensuite, nous allons passer donc à l'ordre du jour, ressources humaines. Indemnité de fonction des élus. Si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. Il appartient donc au conseil municipal de fixer par délibération la répartition des indemnités des élus en pourcentage de l'indice brut terminal dans la limite des taux maxima et du respect de l'enveloppe globale indemnitaire. Par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délibéré pour attribuer un taux inférieur de 10% au taux des indemnités de fonction, fixé de droit à 55% et 22% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour le maire et les adjoints, représentant une économie de 10 000 € environ. Dans le respect de cette enveloppe minorée, il est proposé de répartir les indemnités afin de permettre à un conseiller municipal d'exercer pleinement une délégation inférente à la dynamisation de la vie économique de la ville. En effet, certains conseillers municipaux délégués peuvent percevoir des indemnités, mais dans la limite de l'enveloppe globale. Il est par conséquent proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'adopter la délibération prévoyant l'attribution d'indemnités de fonction à hauteur de, pour le maire, 48,70% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 1896,07 € brut, le maximum étant de 2139,17. Pour les adjoints, 19,10% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 740,15 €, maximum de 855,67. Pour le conseiller municipal délégué, 6,95% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 270,30 €. Donc vous avez en annexe le montant des indemnités brutes mensuelles applicables pour nous. Avez-vous des questions? Alors, juste une précision, nous avons baissé nos indemnités à 10%, et c'est sur cette base que nous avons encore baissé nos indemnités. Hein, d'accord? Je tenais à le préciser au cas où. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Gascoin. Pour certains, ça peut paraître une somme extraordinaire, mais quand on est élu adjoint ou un conseiller municipal est délégué, quand on connaît le nombre d'heures de réunions qu'on passe aux affaires, c'est très peu cher payé. Donc, pour certains électeurs, ils doivent penser que on vit grassement aux frais de la population. Et bien, ce n'est pas le cas, parce que quand on voit le nombre d'heures qu'on y passe, parfois on y passe des décennies,
Et puis, on n'est jamais remercié, très souvent. Eh bien, je pense que c'est quand même une indemnité qui est nécessaire et puis qui est tout à fait justifiée. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Merci, M. Gascoigne. Oui, merci pour votre intervention. Arrivée de M. Nelson dos Santos. Bonjour, non, j'en prie. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Alors, je voulais vous présenter quand même la conseillère déléguée qui s'occupera des affaires économiques et normalement du développement économique, Madame Martine Joly. Voilà. Voilà, merci. Bien. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Félicien Margaritas en ce qui concerne les cimetières. Merci, Monsieur le maire. La présente délibération concerne la reprise de concession en état d'abandon dans les cimetières de Bennes. Pour faire un bref rappel, à Bennes, il y a 2 cimetières. Il y a le cimetière du Bourg, qui est donc rue de Maule, et le cimetière du Bosquet, qui est vers la prise aux Anglais. La délibération consiste en l'autorisation de déclarer des sépultures en état d'abandon, c'est-à-dire que jusqu'à les années 80-90, il était possible de prendre des concessions qui étaient perpétuelles, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Le fait est que pour 2 raisons, nous avons besoin d'en reprendre certaines. La première, parce qu'elles sont en état d'insalubrité pour certaines, et l'autre raison, c'est par rapport à la place dans les cimetières. Les cimetières se remplissent petit à petit, et il y a besoin d'avoir un certain roulement. Donc il y a plusieurs prérequis pour pouvoir être déclaré en état d'abandon. Premier, c'est d'avoir au moins 30 ans d'existence, de n'avoir enregistré aucune inhumation depuis 10 ans, au moins 10 ans, et donc d'être déclaré en état d'abandon. L'idée de cette délibération, c'est d'autoriser le maire à commencer cette procédure. Donc ça va se passer en plusieurs fois, en 3 années. Tout d'abord, je vais me rendre avec la police municipale dans le cimetière pour voir les sépultures et les identifier. Le maire ensuite commencera à les déclarer en état d'abandon. Et au bout de 3 ans, si personne ne s'est manifesté, n'a contesté cette procédure, les tombes donc seront reprises par la municipalité. Voilà. Et il y aura bien sûr une publication qui va être faite pour appeler les familles, si elles sont toujours présentes, pour se manifester et leur signifier cette procédure. Avez-vous des questions? Pas de questions? Oui. La liste que vous nous avez faite concerne uniquement l'ancien cimetière? Oui, parce qu'en fait, le cimetière du Bosquet a été créé dans les années 80 et il y a très peu je crois d'ailleurs qu'il n'y a aucune concession perpétuelle. C'est surtout dans le cimetière du Bosquet, du Bourg, où là, je veux dire, à part les récentes, mais presque l'intégralité des sépultures qui ont un certain âge étaient perpétuelles. Vous en avez du coup les photos dans le dossier pour vous figurer. D'autres questions? Bien, nous passons au vote. Concernant cette délibération, qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Je laisse la parole toujours à Monsieur Félicien Margaritas, toujours concernant les cimetières. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une délibération de mise à jour du règlement intérieur pour un point particulier qui est l'inhumation en pleine terre dans les concessions décennales et quelques points qui ont été modifiés dans le règlement intérieur, qui ont été mis à jour, qui vous est joint par la suite. La raison pour laquelle il est proposé aujourd'hui de ne pas autoriser la construction de caveaux pour les concessions décennales,
Et la suivante, c'est parce que, en fait, à la fin de la durée de la concession, la commune a la possibilité de reprendre la concession. Et l'état des sépultures n'est pas, la commune ne peut pas procéder à la levée du corps si jamais le corps n'est pas totalement décomposé. Hein. Et quand la concession est un caveau, nous n'avons pas la possibilité de le faire dû à l'environnement dans lequel se trouve la concession. Et donc la commune n'a pas la possibilité, d'une part, de lever, et donc ne peut pas faire de la place et ne peut pas organiser le roulement. Ça aussi pose un problème, parce qu'en fait, les personnes qui prennent une concession de 10 ans dans un caveau savent pertinemment, ils ne le savent pas, mais nous n'avons pas la possibilité. Les personnes qui prennent une concession pour 10 ans payent pour 10 ans, et les personnes qui payent pour 30 ans payent pour 30 ans, et si au bout de 10 ans nous ne pouvons pas reprendre la concession, il y a une inégalité par rapport au traitement qui est fait. Voilà. Et les autres modifications de cette délibération sont par rapport aux interventions, donc l'obligation de mettre des semelles et des matelas sous les roues des véhicules pour l'entretien du cimetière. Il y a quelques mises à jour avec la possibilité d'enlever les fleurs, les fleurs artificielles quand elles sont en mauvais état, etc., etc. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Madame Béguet. Je suis désolée de rentrer dans des détails un peu morbides. Si on vote ces délibérations, à partir de demain, quelqu'un qui vient chercher une concession décennale aura il n'y aura pas de caveau, ce sera en pleine terre. On est en période de Covid, les décès à l'heure actuelle, les corps sont recouverts de housses qui ne sont pas du tout décomposables. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Alors, dans ce cas précis, les inhumations suite à des décès Covid répondent à des directives qui sont édictées par la loi d'urgence sanitaire et par les décrets afférents. Et donc, de toute façon, la commune doit se conformer à ça. Donc, on n'a pas de souci par rapport au règlement. Le règlement est en dessous, la subsidiarité oblige le règlement à se conformer à ce genre de décret, donc on n'a pas de souci. D'accord, mais s'ils choisissent une concession décennale? On sera obligé de faire un caveau dans le cas où le règlement, le décret l'obligera. Ok, super, merci. D'autres questions? On peut passer au vote? Je ferai juste une observation, pour avoir été il n'y a pas si longtemps que ça dans le cimetière. Moi qui étais réfractaire à la mise en place de gazon dans les allées, je me suis rendu compte que ça avait déjà un aspect où l'engazement permettait à la fois d'assourdir donc les bruits, surtout dans le vieux village, parce que bon, forcément dans l'autre cimetière c'est pas tout à fait la même chose. Et puis donc de fait, le fait d'avoir colonisé ces graviers, donc en plus d'assourdir le terrain, les mauvaises herbes, elles, ne peuvent plus s'implanter. Et donc j'ai changé d'avis et je trouve que c'est une bonne opération. Merci. Il y a d'autres choses aussi qui vont se faire, ou qui sont en cours de se faire dans le cimetière. Dirons-nous? Vas-y. Tant qu'on y est, vous avez pu, si vous y êtes passé dans les cimetières, voir qu'il y a eu une opération de végétalisation qui a été menée donc sur l'intégralité des murs en béton, donc le mur d'en face pour le cimetière du Bourg et tous les murs dans le cimetière du Bosquet, pour habiller un peu, parce que c'est vrai que les cimetières très minéraux sont pas très vivables l'été, c'est très chaud, et donc l'idée c'était de casser ce côté très minéral par le gazon aussi. C'est un gazon pousse-lente qui prend le dessus sur les mauvaises herbes, donc qui demande moins d'entretien avec les zérophytos aujourd'hui, et donc voilà, l'idée c'est de végétaliser, c'est de rendre l'endroit un peu plus vivable et un peu plus joli, quoi. Et je remercie les services qui s'en sont occupés, parce que c'est un très beau travail. Très bien. Bien, on peut passer au vote? Bon, qui s'abstient? Y a-t-il des votes contre? Donc, unanimité. Merci. Je passe la parole à M. Philippe Lecoustour concernant les subventions aux associations bénnoises.
Merci, monsieur le maire. Oui, la présente délibération que vous avez sous les yeux va traiter de l'attribution d'un acompte aux subventions pour les associations. Cette procédure a déjà été opérée par 2 fois. Et cette année, vous comprendrez bien que les contraintes sanitaires, les fermetures de gymnases, les fermetures de salles de spectacle, de danse et ainsi de suite, ont créé une certaine gêne pour les associations, une gêne financière. Pour être clair, lorsqu'on regarde les dossiers de subvention que nous avons reçus, les associations ont perdu entre 15 et 20% de leurs adhérents, ce qui signifie bien sûr une rentrée d'argent moindre. Et puis, il y a un autre phénomène, notamment pour les associations sportives. Pour tout vous expliquer, ces associations versent des cotisations, des affiliations aux comités départementaux, aux ligues et aux fédérations. Et il s'avère que pour l'instant, tous ces organismes départementaux, régionaux et nationaux n'ont pas remboursé les clubs, n'ont pas remboursé les associations. Quand je parle de ces sommes-là, pour certaines associations sportives, ça représente entre 7 et 11 000 euros par an. Donc pour l'instant, les fédérations n'ont rien fait. A priori, il y a plusieurs associations qui ont une autre importance, je dirais, que celle de Ben, se sont manifestées sans réponse des grosses fédérations nationales de sport. Donc effectivement, les associations benoîses subissent un coup assez difficile et assez dur au niveau financier. C'est la raison pour laquelle, encore cette année, nous avons décidé de verser un acompte qui sera de 50% de la subvention de l'année dernière. Alors les conditions pour recevoir ces acomptes qui seront inscrits bien sûr au budget prévisionnel 2021, c'est que bien sûr qu'elles aient eu une subvention l'année dernière, parce qu'il n'y a pas eu de subvention, 50% de zéro, ça ne fait pas grand-chose. Que les associations aient déposé une demande de subvention complète, au plus tard le 6 janvier, et puis que ce dossier soit complet, c'est-à-dire qu'on a reçu des dossiers le 6 janvier, enfin jusqu'au 6 janvier, mais où il manquait le nom du trésorier, le nom du secrétaire. Alors on a passé outre le rapport d'assemblée générale, puisque bien sûr la plupart des associations n'ont pas pu faire leur assemblée générale du fait de l'impossibilité de se réunir. Donc on a fermé les yeux sur ce point, on a pris les assemblées générales de 2019. Voilà, et donc après instruction de ces dossiers, donc là le premier acompte se versera en février, là, juste après ce conseil, et la subvention définitive sera versée et sera votée en tout cas au conseil municipal d'avril. Donc je vous remercie de bien vouloir prendre acte de cette délibération et d'y donner un avis favorable. Des questions ? Juste une demande, lorsque nous allons voter le reste de la subvention en avril, est-ce que vous pourriez mettre, monsieur Lecoustour, en regard de l'année 2020 et 2021, le nombre d'adhérents concernés? C'est possible ou pas? Est-ce que c'est légal? Oui, je pense. Oui, bah oui, à ce moment-là, oui. Il suffit de rajouter une colonne, oui. Effectivement, on mettra le nom d'adhérents. Oui. Parce que personnellement, je ne fais pas partie de la commission des sports et c'est vrai que je vois ça juste en conseil municipal et je trouverais ça intéressant. Je le note, il n'y a pas de souci, je demanderai au service de faire le nécessaire. Oui, alors, à propos de commission, est-ce que vous recevez bien les comptes rendus des commissions? Oui. D'accord? Non, mais pour vérifier s'il n'y a pas de problème d'envoi ou de mauvaise adresse email, je rappelle, vous avez vos adresses ben.fr. Désolé de rappeler, mais... voilà. Ok. D'autres questions? Oui. Oui, ce copain? Pour les comptes rendus d'Assemblée Générale, est-ce qu'on peut envoyer un enregistrement d'une visioconférence? Est-ce que ça pourra faire foi ou est-ce qu'il faut imprimer les documents? Ça, c'est dans le cadre où vous faites une AG en visio. Oui. En fait, normalement, votre AG, vous devez l'envoyer à la préfecture. En visio, je ne crois pas que ça marche. Mais pour nous, je ne sais pas, Philippe. Moi, je me pose le problème aussi de la difficulté pour le service de refaire.
Non, mais c'est juste pour savoir. Hein. Ça me semble compliqué en tout cas de. Les documents, Vous faites un PV simple hein, qui rappelle les points généraux. Il est évident que de toute façon là-dessus cette année on va pas être très regardant au vu des conditions. Hein. De toute façon, vous faites un PV. Oui, bon. C'est bon, ouais, ça suffit. Hein. Et ce qu'on a eu maintenant depuis quelques mois, réellement des associations qui sont en difficulté cette année? Alors pour l'instant, non. Il y avait une association qui était en difficulté organisationnelle, je dirais. On a mis tout en œuvre pour régler le problème et notamment on l'a adressé à Profession Sport que vous connaissez et qui donc a repris le dossier et qui va tout clarifier. Et là pour l'instant tout va bien. Mais pour l'instant, alors effectivement les associations n'ont pas d'énormes dépenses non plus puisqu'elles font rien. Malgré tout, on reste vigilant. Cela dit, je reprends les mots déjà dits de monsieur le maire adjoint chargé des finances. Les finances de la mairie ne permettront pas non plus de combler les déficits de toutes les associations et on jugera au cas par cas sur les difficultés mettant en péril directement l'association. C'est dans ce cas-là qu'on pourrait réagir, oui. Mais sinon, ce sera compliqué. En revanche, ce que je me propose de faire, c'est, alors peut-être que ce sera un coup d'épée dans l'eau, mais c'est quand même un courrier aux fédérations sportives, peut-être avec copie à la ministre en disant, enfin, je pèse mes mots, je trouve un petit peu scandaleux quand même que les fédérations puissent garder cet argent, alors cet argent c'est quoi? C'est l'affiliation au département, à la ligue et à la fédération, et puis c'est l'argent des licences aussi. Alors que certaines associations vont s'engager à rembourser une partie des licences. Donc on va essayer et peut-être voir de se rapprocher d'autres communes pour essayer de faire bouger les choses, hein, mais parce que ça représente des sommes importantes quand même. Hein. Oui, effectivement. Monsieur Deléon me rappelle que nous avons fait une information auprès des associations employeurs. Alors, certaines déjà le savaient, hein, mais on a fait une information aux associations employeurs pour qu'elles puissent bénéficier de l'activité partielle. Et je sais que plusieurs dossiers, par des voies professionnelles, que plusieurs associations ont fait ce dossier et ont reçu un avis favorable et ont pu percevoir donc au moins les indemnités d'activité partielle. Oui, c'est ce que je voulais souligner par rapport à la situation actuelle au niveau des associations. Au-delà du fait qu'il y a, et heureusement, on le sait, beaucoup de bénévolat, sur l'exercice 2020-2021, ça reste encore, à mon avis, gérable par rapport à la compte de 50%, là. Mais je crains qu'à la rentrée 2021-2022, tout en sachant que certaines associations, et pour ne pas les nommer, dont une que je connais particulièrement bien, ils sont employeurs, donc un employé. Cet employé quitte le lieu, l'association qui ne pourrait plus se permettre de le payer, c'est une activité principale en moins sur la ville. Voilà, enfin, dans le prévisionnel, les risques de gestion à envisager, sachant que le département et la région aident aussi ces associations via des fonds particuliers, moi que j'ai encouragé à solliciter auprès de ces organismes de tutelle. Mais je pense que la rentrée 2021 va être particulièrement compliquée à ce niveau-là. Effectivement, je pense qu'il va falloir être très vigilant sur la santé de nos associations. Dernier petit point, il y a une coquille au niveau de la subvention de l'association sportive du collège. Je vous ai dit qu'on versait 50%, la subvention était de 400, c'est marqué 280, c'est une erreur de frappe, la subvention pour l'AS du collège sera bien l'acompte sera bien de 200 €. D'autres questions? Bien, on peut passer au vote? Alors, on passe au vote. D'accord. Bon, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Bon, unanimité. Je vous remercie.
Je passe la parole à Monsieur Michel Noblet concernant les travaux d'aménagement du local d'archives. Donc, les futurs locaux archives sont en cours d'étude. L'APS a été validée. L'avant-projet définitif a été présenté donc en commission travaux au bureau municipal. Et donc, le but de cette délibération, c'est d'autoriser donc Monsieur le maire à continuer la procédure, c'est-à-dire d'autoriser le lancement par le maître d'œuvre des prochaines phases, donc qui c'est la phase projet et la phase exécution, d'autoriser le lancement de la consultation pour les travaux d'aménagement du local et d'autoriser toutes les démarches permettant l'obtention de subventions dans le cadre de ces travaux. Y a-t-il des questions? Questions? Bon. Oui. Alors je ferai surtout une observation. Donc je ne doute pas de la qualité du dossier que nous a présenté notre collègue. Moi, ce qui me dérange plus, c'est malheureusement, c'est le lieu. Le centre commercial est là pour être un centre commercial. Donc, effectivement, si nous rajoutons ce local d'archives, c'est très bien, on a besoin de cet équipement, ça n'a pas de doute. Pour autant, nous avons déjà la mairie annexe, qui est utile aussi. Ces locaux ne sont en rien des éléments pour faire se promouvoir des nouveaux commerces. Et c'est là où ça me dérange un petit peu. Alors voilà, c'est peut-être le seul local que nous avons. Pour autant, le centre commercial, on devrait essayer de rechercher des commerces. Alors je sais bien que c'est très compliqué, mais à partir du moment où on aura installé les archives, et compte tenu du montant assez important, qui de toute façon est nécessaire, on a besoin de faire cet équipement, je ne pense pas que ce soit le bon endroit. Voilà, c'est mon avis. Et donc, je pense que, malheureusement, compte tenu qu'on n'a a priori pas d'autre endroit pour installer cet équipement, nous allons gréver un espace supplémentaire dans le centre commercial. Et donc pour ça, donc moi je ne voterai pas pour cette délibération, mais je pense qu'il y aura une majorité pour le faire. Mais voilà mon point de vue. Merci. Vas-y. Oui, merci Monsieur le maire. Juste pour préciser une chose, vous le savez, le choix et le lancement des travaux a été fait il y a 1 an et demi. Ça fait partie des coûts qui sont partis avant qu'on arrive, pour parler vulgairement. Évidemment, on s'est posé la question de la pertinence de l'endroit, du coût des travaux, etc. Le projet était tellement avancé que nous avons fait le choix de le continuer au risque de payer des pénalités supplémentaires pour annuler les travaux en cours et les phases qui étaient en cours, ce qui aurait grévé encore un peu plus les finances de la commune. Donc, cette question, nous nous la sommes posée. Et ça fait partie des coûts qui sont partis avant que nous n'avons pas été en mesure d'arrêter. Merci. Alors, de plus, j'apporte une précision, c'est que les locaux archives, 90% de la surface des archives vont se situer en sous-sol. Donc non accessible depuis, je dirais, le mail ou le parvis, enfin on l'appelle comme on veut, du centre commercial. Donc je pense que j'ai jamais vu, moi je suis là depuis 86, et j'ai jamais vu de commerçants s'installer dans ce sous-sol. À terme, la mairie annexe sera rendue, je suppose, et elle sera dans cet endroit-là de toute façon. Donc déjà, c'est des locaux dont la mairie est propriétaire, là on va s'installer, et ce qui permettra justement de libérer après la mairie annexe, qui elle est en location. Donc voilà. Bien. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Alors, calcul. Voilà, très bien.
Oui, je vais le faire. Oui. Très bien, merci. Bien, je vais passer. Alors, avant de passer la parole à Madame Patricia, hein, c'est comme tu veux. Sinon, on a pour 2 minutes à brancher. On peut faire une pause de 2 minutes. Comme vous voulez. Bon, je passe la parole à Madame Patricia Charton concernant le rapport d'activité du syndicat du SIAMS. Voilà. Bonsoir. Il n'y aura rien à voter sur ce rapport d'activité. Je fais faire un petit historique de ce qu'est le SIAMS. Le SIAMS, c'est un syndicat intercommunal d'aménagement de la Mauldre supérieure, c'est-à-dire la partie aval de la Mauldre, donc depuis sa source jusqu'à la sortie de Benne. Ce syndicat a été créé à la demande du préfet des Yvelines. J'ai dit aval ? Pardon. Pardon. C'est l'émotion. Donc, a été créé à la demande du préfet des Yvelines en 1974, suite à de très très graves inondations sur toute cette partie amont, et en vue de réglementer la gestion de ces cours d'eau. Donc, il n'y a pas que la Mauldre, évidemment, il y a tous les affluents de la Mauldre aussi. Et donc, au départ, en 1974, il s'agissait essentiellement de s'assurer de l'écoulement normal et d'éviter les inondations. Donc, des constructions de barrages, des constructions d'aménagements hydrauliques sur les différents cours des rues, de ruisseaux et rivières. En 2004, un arrêté préfectoral demande l'extension des compétences pour la réduction des pollutions. On commençait à avoir un peu de sensibilité sur la pollution des eaux à ce moment-là, et pas bien avant, mais bon, c'est à ce moment-là que ça commence à se mettre en place. Et donc, on ajoute ces compétences-là au niveau des villes et villages qui sont sur le bassin. En 2018, il y a une compétence GEMAPI qui apparaît, qui est donc la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, on a 2 volets, GEMA pour gestion des milieux aquatiques et PI pour la prévention des inondations. En même temps, en 2018, le SIAMS est rattaché, en fait, enfin, les EPCI sont chargés de ce GEMAPI, et donc l'EPCI de Cœur d'Yvelines se délègue, en fait, des membres de son EPCI au SIAMS de manière à être représentés au niveau du GEMAPI. Voilà, alors on a depuis le début 17 communes et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui font partie du SIAMS. En 2018 a été aussi demandé l'ajout de 9 communes qui sont sur le bassin. Il y a eu un veto de Saint-Quentin, ce qui fait qu'on est toujours que 18. Mais on aurait pu être 9 de plus. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux de barrages, de renforcement de digues ou d'entretien des rivières est réalisée par le COBAMA, dont vous avez déjà entendu parler, je suppose. Et la maîtrise d'œuvre est réalisée par la société ADM Conseil. On a la chance avec le COBAMA d'avoir des techniciens des eaux qui sont vraiment très très pointus. Et ce sont eux d'ailleurs qui nous aident sur le dossier de la renaturation de la Mauldre. Vous entendrez parler bientôt, je suppose. Le président du SIAMS, c'est M. Plancheneau, qui est aussi maire de Montfort-l'Amaury. La commune a 2 délégués qui sont Patricia Charton et Martine, la suppléante. Voilà, aussi. Monsieur Revel, qui est vice-président à la communauté de communes, est aussi chargé à la délégation GEMAPI, donc représente cette compétence auprès de l'EPCI et donc aussi du SIAMS, puisque
par notre entreprise. Enfin voilà, donc c'est tout un maillage. Et donc, pour en venir au financement du SIAMS, comment est financé le SIAMS, une enveloppe globale de 500 000 € est versée chaque année, répartie sur une clé de répartition par commune, qui est calculée en fonction des surfaces des eaux de ruissellement de la commune et du nombre de ses habitants, ainsi que d'un indice de crue de 20 ans. Bon, je vous laisse les détails, vous l'aurez en annexe dans le rapport annuel. En 2019, ça correspond pour Ben à 47 520 €. Donc voilà, ça a été la contribution 2019 de Ben au titre du SIAMS. Et donc le budget 2019 a été construit surtout évidemment sur le confortement des digues et les travaux sur les barrages. Et sur l'entretien, habituellement, c'est ça, ça a été planifié d'année en année. Mais il y a des gros travaux qui ont été reportés et donc qui sont replanifiés sur les années qui viennent. Il y a eu aussi une grosse prise en charge sur la dépollution suite au déversement d'hydrocarbures avec la rupture des canalisations de Total au niveau de Vic. Donc cette prise en charge a été réalisée par le PCI en partie. Il y a eu des assurances qui en ont pris une part, mais aujourd'hui une plainte est déposée contre Total aussi, parce que Total est intervenu sur le barrage de Vic avec des engins qui ont écrasé la digue, et on n'est pas certain que cette digue soit en bon état. Donc on a déposé plainte, enfin, le PCI a déposé et le SIAMS a déposé plainte, et on sait qu'il reste encore des hydrocarbures dans les sédiments au niveau de ce barrage, et on aimerait que Total fasse son travail à fond, quoi. Donc voilà. Pour les détails de tous les travaux qui ont été réalisés, je ne vais pas vous les citer parce que sinon on en a pour la nuit. On vous enverra le rapport annuel. Et puis une carte du bassin aussi qui n'est pas dans le rapport annuel, ce qui est bien dommage. Mais j'ai sorti une carte et je vous la remettrai avec. Voilà. Avez-vous des questions? Il n'y a rien à voter, alors voilà. Mais il y a de très bonnes informations sur le site du COBAMA si vous voulez avoir plus de détails sur le bassin de la Baudre. C'est passionnant, il y a vraiment énormément d'informations. Oui, je vous invite à y aller. Oui. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Vraiment. Surtout les bassins versants. Vraiment passionnés et passionnants. Très bien. Merci Madame Charton. Bon, en ce qui concerne les délibérations, voilà, on prend acte. On n'a pas besoin de voter dans ce cas-là. Avez-vous des questions sur la décision du maire? Oui. Alors, ça ne sera pas pour une décision du maire, c'est Pardon. pour en revenir à l'exposé de Mme Charton. Elle a évoqué tout à l'heure la non-participation, si j'ai bien compris, de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est bien ça que j'ai compris. Oui. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas la non-participation. C'est qu'en fait, oui, ils ont opposé un veto à l'augmentation du nombre de communes du SIAMS. Donc on est 18 depuis 1974. Ouais. Et en 2018, on a trouvé au SIAMS intéressant d'englober d'autres communes traversées par certains ruisseaux. Donc d'élargir le nombre de membres de ce syndicat. Et ils ont été opposés à cet élargissement. Et alors, se sont opposés l'intégralité des communes de la ville nouvelle, enfin. Oui. C'est ça. Et je pense que le souci, c'est que la cotisation est à la tête des habitants. Oui. Et donc, de ce fait, l'agglomération n'a pas voulu payer pour 200 000 têtes de plus pour venir au SIAMS. La chose, c'est celle-ci. Ce n'en est pas une autre. Les raisons, c'est ça, ouais. Donc voilà. Donc, vous n'avez pas fait de commentaire sur le sujet, mais le vrai problème, il est là.
parce que une partie des eaux de la ville nouvelle se déverse dans la Maule. Donc, si effectivement, si l'agglomération accrochait les wagons, bah, ça ferait 200 000 têtes de plus en cotisation. Alors, c'est sûr que pour eux, les inondations de la Maule, ça ne les concerne pas. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut se poser la question pourquoi ça n'est pas fait jusqu'à présent. Alors, de ce côté-là, vous avez entièrement raison, effectivement, puisqu'on subit tous les affres de ces retombées d'eau. Alors, il n'y a pas seulement que de l'eau, il y a aussi des pollutions. Hein. Parce qu'on parle d'eau, effectivement, d'inondation, mais il y a aussi toute la pollution. Effectivement, le conseil d'agglomération de Saint-Quentin, lui, fait payer une taxe. Que là, nous, le PCI ne fait pas payer la taxe. D'accord? Donc si, pour une raison quelconque, on devait être obligé d'être intégré à l'agglomération de Saint-Quentin, là, on verrait des taxes arriver. Donc il faut penser à ça aussi. Bon, on aura d'autres informations par la suite, puisqu'on parlera de la renaturation bientôt. Là, on est en cours. Donc on vous en parlera au moment venu, quand on aura un peu plus d'infos. Bien, vous avez des questions sur les décisions du maire pendant qu'on est là? Oui. J'avais juste à titre d'information concernant donc, via effectivement la communauté de communes, les travaux et l'implication de Ben dans ces organisations et syndicats. Est-ce qu'on pourra, alors est-ce qu'il est prévu, parce que je pense que c'est de plus en plus d'actualité, des travaux de régularisation de ces eaux, de ces inondations et autres, justement en amont? Et si c'est tel est le cas, est-ce qu'on pourra avoir un point sur ce sujet à venir? Tout à fait. Mais vous aurez la liste dans le rapport annuel de 2019. Il n'y a pas le futur, il y a ce qui s'est... Alors, en ce qui concerne la renaturation, le remembrage de la Maule, si vous voulez, on est en cours. La COBAMA nous a fait déjà un premier exposé sur le et diagnostic, hein, donc on vous en fera part. Et aussi, on va bientôt attaquer, alors je n'ai pas la date exacte, mais la deuxième phase, qui est d'envisager les travaux qu'on pourrait faire pour éviter ces inondations. Alors que ce soit remembrage, je n'arrive jamais à prononcer ce mot-là, et surtout derrière l'heure, bon voilà, renaturation, on va dire ça comme ça, hein, et aussi bien les expansions en aval, en amont, pardon. Ouais, les deux, il y a les deux, c'est ce que je disais. Voilà. Donc on vous en fera part, et on aura des réunions là-dessus quand on aura, ça sera l'occasion. Mais on est vraiment sur le sujet, vraiment dessus. Ouais. Le 18 février. Bon, pas d'autres questions sur les décisions, si vous en avez pour vous. Oui, alors sur les décisions, donc la 2020-215, il s'agit des illuminations lors des fêtes de fin d'année. Donc nous apprenons qu'une dépense a été faite pour ces illuminations de 23 134, et puis également à cela s'ajoutent les 3 900 pour la pose de ces guirlandes. Je serais intéressé de savoir quelle a été la dépense engagée l'année d'avant. C'est une bonne question. Je peux répondre à la réponse. Alors, si je vous dis ça, si je vous pose cette question, c'est que dans l'esprit, il y a un certain nombre de nos concitoyens, ils ont le sentiment que le fleurissement des guirlandes diverses et variées ont été plutôt light. Si on retire l'avenue de la mairie, le reste est assez obscur. Monsieur Gascon, il ne faut quand même pas être plus royaliste Alors, que le roi. Je pose une Ça question. fait de nombreuses années où on n'a rien, et là on avait une très jolie entrée de mairie quand même. Oui, c'est vrai. Mais qu'une entrée de la mairie. Soyez honnête avec les décorations de Ben. Moi, j'ai été ravie cette année de voir autant de décorations à Ben, et j'espère que l'année prochaine, il y en a encore plus. J'en suis fort aise. Mais tout le monde n'est pas de votre avis. Alors, oui, effectivement. Alors déjà, la première question sur le budget, c'est exactement le même budget que l'année dernière.
Ça, on n'a pas rajouté un sou, on n'a pas rajouté un centime. L'idée, effectivement, j'ai lu toutes les critiques, je les prends pour moi, puisque c'est moi qui suis à l'initiative avec les collègues, mais enfin, c'est moi qui ai proposé cette chose. L'idée, c'était de se dire que Noël, c'est une fête où les gens doivent se rencontrer. C'est une fête, et d'ailleurs, entre parenthèses, le marché de Noël, à ce niveau-là, ça a été une réussite. Donc l'idée, c'était ça. Alors, effectivement, il y a des quartiers ou des hameaux qui ont dit « Ah, mais on n'a pas notre sapin. » J'ai eu plusieurs personnes. Alors, il y a des gens à qui j'ai pas eu envie de répondre parce que le ton sur lequel ils nous ont dit ça, c'était pas la peine. Par contre, il y a des gens qui ont effectivement émis des critiques positives qu'on a retenues. Et l'année prochaine, je pense que on continuera sur cette idée parce que je pense que encore plus cette année, les gens avaient besoin de se rencontrer. Encore plus cette année où les gens sont enfermés chez eux, ils avaient besoin de se rencontrer. Donc le but de créer ce centre, ce petit marché de Noël, cette zone, on avait prévu un peu plus de choses. On avait prévu un manège, on avait prévu éventuellement une patinoire. Alors ça qui normalement ne coûte rien à la mairie puisque la personne vient et fait payer les places lui-même. Donc on avait prévu tout ça. Malheureusement avec le Covid ça n'a pas été possible. Mais l'idée c'était vraiment de dire aux gens sortez, venez boire un chocolat chaud pour les enfants, un vin chaud pour les adultes s'ils le veulent. Venez voir nos artisans et nos commerçants, parce que je le rappelle quand même, c'était les commerçants et les artisans de Benne qui en majorité étaient sur ce marché de Noël. Et malgré tout, on a pris note, et on essaiera de faire un effort, mais on ne mettra pas une guirlande devant chaque maison, c'est clair. Autre remarque, vous savez qu'on a organisé un concours de maisons décorées, qui a été un franc succès. Et moi, ce qui m'a fait très plaisir, c'est que les personnes qu'on a visitées, chez qui on est allé juger de la qualité des décorations, nous ont toutes dit, mais de toute façon, on sait que la mairie ne peut pas tout faire, et c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que la ville, c'est aussi nous, et que c'est aussi bien qu'on puisse participer à la gaieté et à la beauté de notre ville. Mais cela dit, nous essaierons l'année prochaine de faire un effort, pas sans prendre, et là je me retourne encore vers Monsieur Doléan, ça ne coûtera pas des tonnes, on ne va pas augmenter beaucoup le budget, malgré tout, on fera un effort sur les décorations. À titre indicatif, quand même, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que le sapin de Marcel Pagnol, qui était à Marcel Pagnol, était magnifique, ce sapin coûte 8 000, la guirlande coûte 8 500 €. Pose. Non, mais voilà. c'est très bien, vous avez voilà. fait un bel effort. Alors, cet effort qui a été fait. Merci, je voudrais quand même compléter. Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais nous avons commencé à faire fabriquer des petits personnages, vous savez, en bois, blancs ou dessinés, qui ont été d'ailleurs peints par les élèves des écoles, d'accord? Donc la mairie, les équipes des services techniques se sont chargés de la création de ces petits personnages. Il y en avait combien? Il y en avait combien? Vas-y, mais il y avait cette année 15 personnages et figurines qui ont été mises devant les écoles notamment. Donc on va continuer ce processus, on va en fabriquer comme ça tous les ans, de manière à alimenter les carrefours, les ronds-points, et pouvoir, dans la mesure du possible, les éclairer comme on voit un peu partout, ce qui mettra de l'animation sans que ça nous coûte des fortunes. D'accord? Parce que bon, je veux bien, pour quelques jours ou un mois, c'est vraiment très très cher. Bon, je ne veux pas donner les chiffres de certaines communes parce que ça serait vraiment... mais c'est vraiment énorme. Donc nous, on va continuer ce processus de faire fabriquer un certain nombre comme ça de petits personnages en bois. Ça peut être des animaux, ça peut être des personnages, ça peut être des armes, peu importe. Et qu'on viendra agrémenter dans tous les endroits où on pourra les mettre. Voilà. Et puisqu'on parle de l'esprit de Noël, je voudrais aussi préciser une chose, c'est que ce marché de Noël qui s'est monté bien sûr avec les services qui ont fait un gros effort, mais c'est monté aussi avec une vingtaine de bénévoles. C'est-à-dire des gens qu'on a appelés, à qui on a dit voilà, on veut faire ce marché. Dans le cadre de l'esprit de Noël, c'est bien que les habitants participent. Et on a eu une vingtaine de bénévoles qui sont venus le vendredi matin et le lundi matin pour démonter sous la pluie, à tel point que les services nous ont fait un mail en nous remerciant, en remerciant les bénévoles parce que effectivement la tâche avait été beaucoup moins ardue pour eux. D'autres questions sur la décision? Oui, M. Santos. Oui, Monsieur le maire, j'ai une petite question. Parce que donc sur la décision 2020-2026, signature contrat de création de logo de charte graphique pour la ville de Benne, je me souviens que
lors de la première commission communication, vous aviez souhaité innover et remettre à jour le logo de la ville de Veynes. Et sauf erreur de ma part, il y avait plusieurs propositions qui avaient été émises. Et je crois que ça devait coûter très peu, si je me trompe, peut-être, il me semblait que c'était 1 000 €. Et là, c'est 7 300 € hors taxe. Oui. En fait, on est passé de 1 000 € à 7 300 €. Oui, parce que nous avons travaillé avec une société qui est l'Atelier Corbin. Si vous voulez, c'est bien de dessiner un logo comme ça, sauf qu'il y a beaucoup de choses derrière. Et donc, on a estimé, et tous les collègues qui étaient autour de nous, que ce qui avait été présenté ne nous satisfaisait pas. C'est pas que c'était pas beau, mais ça ne nous satisfaisait pas. Et plutôt que d'éviter de créer un logo de nous-mêmes, si vous voulez, qui n'est pas simple, on ne crée pas comme ça des logos, on ne va pas s'amuser, on s'imagine, mais ce n'est pas si simple que ça, tout au moins pour ce qui concerne de la commune. Et notamment, ce logo doit rester pendant plusieurs années. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait comme ça pour s'amuser. Donc on a semblé plus judicieux avec un groupe de travail de consulter, enfin on a fait un marché, ni plus ni moins, on a consulté un certain nombre d'entreprises et c'est l'atelier Corbin qui a été choisi en fonction de la sensibilité du groupe de travail qui était présent pour dire voilà, comment on pensait pouvoir représenter la commune. Alors ce logo, le logo actuel, si vous voulez, bon, il dure depuis 25 ans, je ne me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça, et toujours ce petit personnage, vous savez, le petit personnage qui est dessus, qu'on retrouve derrière les bus. Hein, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, derrière la croix, donc on a dit, il ne faut quand même pas exagérer quand même, donc c'est pour ça que ça nous a amené à changer. Voilà, c'est pour ça. Alors derrière, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait de créer un logo, il y a aussi la présentation du logo à tout le monde, c'est-à-dire la façon dont on va le penser, dont il va être pensé, la façon dont il va être assemblé, et puis aussi la partie charte graphique, bien sûr, pour tous les documents. Voilà. Alors, moi, c'est pas ce que j'avais entendu lors de la première commission en termes de budget, et je pense que, alors c'est une dépense municipale, donc c'est une dépense des citoyens, et je pense qu'il serait intéressant aussi de le soumettre aux citoyens, ce nouveau logo. Alors, dans un marché public, on ne peut pas faire comme ça. Si vous voulez, le marché public, l'atelier Corbin va travailler sur quelques idées, va nous proposer 5 ou 7 logos, on va dire ça comme ça. À partir de là, on va travailler et le groupe de travail, ceux qui seront présents, pourront déterminer lequel il sera choisi pour la suite. Et si on commence à aller toute la population, j'imagine très bien déjà 10 ce que ça donne, donc à 7500, je crois qu'on ne va pas y arriver. Hein. C'est pas que je veux pas, mais c'est simplement que, évidemment, après, en plus, on a des délais là-dessus. On a cet atelier, on lui a prescrit un temps de travail, c'est-à-dire qu'il lui faut 1 mois maximum pour nous ramener ces éléments. Non, mais je pense qu'une consultation, ça aurait pu. Il y a des consultations pour d'autres sujets, donc je pense que ça aurait pu se faire aussi pour ce sujet-là. Est-ce qu'il serait possible aussi d'avoir le tableau, récapitulatif des entreprises qui ont été sollicitées et des propositions qui avaient été faites par ces entreprises? On peut, oui. Alors, juste pour préciser toutes ces questions, la volonté de la municipalité a été de passer par un marché pour faire ça dans les règles, parce que on imagine que le logo c'est seulement une image, mais il y a aussi toute l'adaptation pour la sérigraphie, ensuite les documents de travail de la mairie, les documents de travaux internes. C'est quelque chose qu'on garde très très longtemps, c'est quelque chose aussi sur lesquels les agents, avec lequel les agents vont manipuler tous les jours, on va dire sur les comptes rendus, sur les documents de travail, et donc il n'a pas été envisagé de faire quelque chose on va dire à la va-vite et quelque chose que nous n'aurions pas pu garder longtemps. Donc on comprend que ça puisse paraître un peu trop institutionnel et un peu trop réglementé, mais aujourd'hui on travaille beaucoup avec des règles. On a fait un marché, il y avait une notation, c'est quelque chose de très réglementé. Une entreprise s'est démarquée des autres d'une part pour ses qualités, pour l'impression qu'elle donnait, et aussi
Enfin, je sais pas, voilà, enfin, elle s'est démarquée pour les références, pour le travail qu'ils produisaient. Et donc, voilà, aujourd'hui, ils vont travailler à la suite de ce marché qui est, je répète, quelque chose de très réglementé. Donc le but, c'est qu'on ait quelque chose de professionnel, qui soit pas fait à la va-vite et qui puisse durer longtemps et que l'on puisse exploiter sur tous les domaines possibles. Parce que ce logo doit aller non seulement, bien sûr, sur les lettres, sur les cartes de visite, sur les drapeaux, sur les habits des agents, ça se fera au fur et à mesure, on ne va pas tout changer, sur les voitures, etc. etc. Donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Oui, bien sûr, c'est du corporate. Moi, j'aurais envie... Enfin, ce logo-là, il n'est pas encore définitif. Non, il n'est pas encore même... D'accord, on pourra avoir une communication sur les propositions qui vont être faites? Oui. Non. Il y a un groupe de travail, si vous voulez vous joindre au groupe de travail, mais oui. Non, mais simplement pour être informé oui, bien sûr. De ce qui va être proposé. Oui, bien sûr. Oui, raison, c'est oui. Merci. Oui, c'est ce que je disais, vous pouvez participer au groupe de travail quand on va avoir les éléments. Bah, écoutez, à ce moment-là, oui. Oui, oui, d'accord, pas de souci, pas de souci. Hein. Ok. D'autres questions? Oui. Alors, en fait, c'est sur le même sujet. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir aimé le précédent maire pour ses agissements. Pour autant, quand le logo il a été refait, il avait une certaine modernité. Alors je veux bien que la modernité, ça peut durer que 25 ans, mais c'est aussi, effectivement, on va encore dépenser d'argent, tous les papiers en tête et ainsi de suite. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de faire ça. Le logo, on se rappelle bien ce que c'est, hein, c'est les créneaux du château, et puis le personnage, ce qui fait le personnage, c'est en fait la rivière. Ces personnes qui ont mis au point ce logo, je pense qu'ils y ont réfléchi, eux aussi, de leur côté. Hein. Maintenant, bon, c'est 7 300 €, alors certains diront que c'est pas beaucoup, d'autres diront que c'est beaucoup, mais le changement pour le changement, je suis pas sûr que ça soit très utile. J'attendais votre remarque. J'attendais votre remarque. Merci. Vas-y, Félicien. Pour répondre sur les coûts supplémentaires qu'ils induisent, le choix qui a été fait n'était pas celui de mettre tout à la poubelle, tout ce qui se faisait, enfin, de mettre tous les documents qu'on avait déjà à la poubelle. Aujourd'hui, les services ont travaillé sur le stock qui était présent, donc on avait déjà pour les papiers en tête, pour les enveloppes logotisées, etc., histoire de ne pas en commander trop. Et au moment où le nouveau logo serait lancé, de ne pas avoir plein de documents, de choses, de papier qu'on devrait mettre à la poubelle. Évidemment, on va pas tout changer d'un coup. Ça va être quelque chose de progressif, parce que c'est un coût, et ça on le sait très bien, quelque chose de progressif, on commande toujours des nouveaux vêtements logotisés pour les agents, etc. C'est du renouvellement. Donc le changement va être fait petit à petit, progressivement. Les Bénois connaissant très bien le précédent logo, les deux pourront cohabiter petit à petit le temps de passer le flambeau entre les deux. Donc il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de déchets. Merci. Bien. Si nous n'avons plus de questions concernant les décisions, on va passer aux questions orales, aux questions écrites. Bon, alors, nous avons 5 questions posées par M. Claude Coppin et Mme Sylvie Béguier. Alors, première question, multiplication des rats d'Ambène autour de l'étang, quid des ragondins sur les berges? Oui, en fait, c'est une remontée des Bénois qui trouvent qu'autour de l'étang, il y a eu une multiplication des rats. Bon, Ben, ça ne concerne pas que Ben, hein, naturellement. Et les ragondins aussi, mais sachant qu'ils font des dégâts, on voulait savoir s'il y avait des actions qui avaient été faites justement pour diminuer cette population de rats autour de l'étang. Il y a rats et ragondins. Ragondins, oui, c'est partie des myocastors. Hein. Voilà, il y a les deux. En fait, il y a la multiplication autour de l'étang des rats. Et sur les berges, il y a davantage de ragondins. Voilà. Michel? Ouais, les chats sont feignants à Ben. Mais bon, donc concernant les rats, il y a une société qui est Ecolab, c'est une société qui passe sur la Saône et les égouts et les bâtiments communaux 2 fois par an.
C'est un contrat qui passe. Concernant les ragondins, déjà, il faudrait, si possible, que les habitants ne leur donnent pas à manger. Oui, ce serait bien. Parce que le pain, les topinambours, les gens passent, c'est des meilleurs. Ils adorent. En plus, quand il y a vraiment prolifération, là j'ai appris ça, je ne savais pas, je me suis renseigné, ils font venir un chasseur à l'arc qui vient tôt le matin à la demande pour, disons, tenter d'éradiquer les ragondins. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Au niveau interne, pour les rats qui sont autour de l'étang, il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants autour et les parents se plaignent. 2 fois par an, c'est pas beaucoup. On sait qu'en ce moment, ça prolifère énormément. Oui, mais pour le moment, honnêtement, je vois pas la solution. Bon, à part les chats avec le nouveau logo de Ben, pour faire plaisir à M. Gascoigne. Voilà. C'est 2 fois par an. En fait, la question c'est de savoir s'il y a une augmentation par rapport aux années précédentes de cette population-là, et si tel était le cas, il fallait une intervention ponctuelle à ce sujet. Sinon, s'il n'y a pas plus de rats, ou les gens s'en aperçoivent un peu plus aujourd'hui, mais qu'il n'y en a pas plus qu'auparavant, effectivement, on est dans un mode classique, régulier. Mais si maintenant il y en a un peu plus, est-ce que cette société... Alors, on peut faire le comptage de la manifestation, mais est-ce que a priori, quand même, il y en aurait plus que d'habitude? On pourra faire appel à cette société. Maintenant, il faut aussi savoir une chose, c'est que malheureusement, avec la situation sanitaire que nous vivons, il y a de moins en moins de gens dehors. Et donc, c'est le genre de bestioles qui sont assez trouillardes. Et là, comme elles ont plus d'espace et elles sont moins dérangées, je dirais qu'elles en prennent à leur aise. Donc, et puis voilà. C'est la réponse que je peux vous donner pour le moment. Bien. Question suivante. Remise en état de l'allée longeant la Mauldre entre l'étang et la mairie. Donc c'est encore moi. Donc en effet, on a constaté que l'état du chemin était déplorable. Il y a un devis qui est demandé pour, disons, remettre en état cette allée. Après, je ne le cache pas, c'est qu'au niveau des finances, on verra ce que l'on peut faire. Si jamais le devis, je dirais, n'est pas dans nos moyens, à ce moment-là, avec les services techniques, on le fera en régie. Mais on ne le fera pas sur la totalité du parcours, parce que vraiment, on a regardé avec les services techniques, il faudrait reprendre vraiment là, avec des engins sur tout le long, en passant donc derrière la mairie jusqu'à... Et là, les services techniques n'ont pas les moyens, ni le temps, ni les engins nécessaires pour faire ce genre de choses. Mais quelque chose va être fait tout au moins autour de l'étang. Ce serait sur les parties les plus abîmées. Sur les parties les plus abîmées. La remise en état que vous avez demandé, c'est pour faire quel type de... Ce sera perméable, ça va pas être... oui, mais grave, ça va être voilà, grave, tout à fait. Ce qui permet aux enfants d'être en vélo, voilà, ça. Même aux gens de marcher tout simplement. Les sans poussettes, être, ainsi de suite, il n'est pas question de... D'accord, merci. Non. Et de plus, le projet donc de reméandrage de la Mauldre, risquant peut-être d'impacter, disons, ce passage. Donc on ne va pas dépenser des fortunes pour, dans 1 an ou 2 ans peut-être, je ne sais pas à quelle échéance on aura le projet. Donc on attend déjà le devis, et en fonction du montant du devis, on prendra la décision, soit c'est acceptable, et ça rentre aussi dans nos moyens, soit à ce moment-là, les services techniques interviendront. Alors, vitesse excessive aux sorties de la résidence de la Petite Mauldre, signalisation améliorée, très dangereux. Sophie. Alors, effectivement... Je vais peut-être, oui, si vous me permettez, monsieur le maire, oui. je vais peut-être cumuler cette question
avec une autre question qui concerne sensiblement le même quartier, c'est-à-dire les chaînes. J'ai pu observer tout à fait récemment que la signalisation, notamment au niveau de la vitesse aux chaînes, n'existait plus. Alors elle a existé, on le voit parce qu'il y a quelques poteaux qui ont été déshabillés, c'est-à-dire on a enlevé, c'est avec des systèmes qui sont assez faciles à manipuler. Et donc dans ce quartier de Benne, il n'y a plus du tout de réduction de vitesse, du moins d'information indiquant, comme au Val des Quatre-Pignons d'ailleurs, où il y en a, mais pas suffisamment encore. Et donc c'est très ennuyeux, d'autant plus que le long de la rue des Cèdres, qui est la contre-allée qui passe avant la route qui est juste en face du gaz, notamment, c'est-à-dire la route de Saint-Germain-de-la-Grange, l'éclairage a été fait quasiment en totalité aux chaînes et visiblement les habitants sont plutôt satisfaits. Mais je voulais simplement vous demander si vous alliez achever cette partie de la rue de Sèvres, là, de la rue des Cèdres, qui est donc la contre-allée. Il y a cet endroit-là où il y a des lampadaires qui sont d'une vétusté affirmée. Je peux répondre, je peux répondre au niveau des lampadaires, ou même si tu veux, mais en fait, on a une opération concernant les lampadaires ou les candélabres, je ne sais pas comment vous les appelez, peu importe. Alors déjà, on a fait tous les circuits de bus. Vas-y. Je reprends sur la partie candélabres. Donc il y a une campagne actuellement de remplacement des candélabres sur les circuits de bus. Donc la partie des chaînes a été traitée. Et le 25 janvier, parce qu'il y a eu l'interruption, je dirais, des congés de fin d'année, et puis d'approvisionnement aussi du matériel. Et là, depuis le 25 janvier, c'est le Val des Quatre-Pignons qui est en cours de réalisation. Surtout la partie parcours des bus. Et donc la rue des Cèdres, alors, est-ce qu'elle sera équipée dans une autre opération? Dans une autre opération, parce que alors, honnêtement, je n'ai plus le nombre en tête, c'est pas centaines. Sur les deux secteurs de la ville, c'est peut-être 200, c'est plus de 200 qui sont... Et donc, pareil, question finance, voilà, ça va être une dépense, le remplacement va être étalé sur plusieurs années. Alors, juste un petit détail concernant ces lampadaires, ces candélabres. En fait, à partir d'une certaine heure, ça va diminuer de 50%. D'accord? Alors, ça ne se verra pas tout de suite parce qu'il faut 2-3 mois pour que ça se mette en œuvre. Mais vous allez voir, enfin, on ne les verra pas vraiment à 50% parce qu'il faut les diminuer à 80%, mais l'énergie utilisée sera diminuée de 50%. C'est-à-dire que visuellement, on a l'impression qu'ils sont à 100%. Ouais, alors qu'en fait... Alors en réalité, la dépense d'énergie est de 50%. Parce que pour vraiment que ça se voit, on a eu les tests, il faut baisser de 80%. Où là, vraiment, visuellement, quand on voit le luminaire, là on s'aperçoit, enfin, visuellement, on voit réellement que ça a baissé. Bon, désolé, vas-y Sophie. Alors, en ce qui concerne le panneau 30, donc sur ce secteur-là, effectivement, il a été arraché. Donc là, les services techniques, ils vont le remettre en place rapidement. Donc ça, effectivement, ils étaient informés et c'est en cours. Effectivement, quand on descend cette rue-là, c'est dangereux. C'est quand même une limitation de vitesse en ville. Et les gens ne respectent pas. Donc, pour sécuriser ce secteur-là, ça va être englobé, si vous voulez, dans le réaménagement du carrefour de l'Étendard, qui est à l'étude, et justement pour casser la vitesse en descendant, pour limiter les risques, et surtout, voilà, que les gens respectent. Donc, on va mettre en place, c'est à l'étude encore, on a prochainement un rendez-vous avec le département sur un certain nombre de points. C'est encore à l'étude pour permettre justement une circulation un peu apaisée et voilà, pour éviter que les gens prennent les rues de la ville pour des circuits automobiles. Voilà. Alors à ce sujet-là, et j'en parle en connaissance de cause puisque j'habite aux Chênes. Alors il y a différents points, hormis le panneau de 30, mais normalement bon, les gens sont
habitués à, justement, quand ils rentrent dans cette agglomération, à baisser leur vitesse. Alors, ce qui a changé, il y a, fut un temps à la précédente mandature, la personne qui s'occupait du technique, il y a eu une tempête, ou deux, dont on se souvient, et qui ont arraché des panneaux miroirs dans le virage à la sortie des chaînes qui mènent jusqu'à Saint-Germain-de-Lagrange. Notre adjointe et députée précédent l'appelait, à juste titre, le virage de la mort, puisque il y a déjà 3 voitures qui ont plafonné. Moi, je suis passé juste, mais les murs des maisons qui suivent en sortie de virage. Et lorsque l'on sort, ou lorsqu'on vient du passage à niveau de Saint-Germain-de-Lagrange et qu'on s'engage dans Beynes, ce virage dit de la mort, très connu, porte bien son nom, puisque c'est une zone pavillonnaire où on joue à la roulette russe, et j'en suis témoin moi-même avec les enfants, où à chaque fois que le portail s'ouvre, comme il n'y a aucune visibilité dans le virage, on pointe le nez de sa voiture, et Inch'Allah, franchement. Donc à l'époque, j'ai fait installer les fameux 3 stops, là, et les coussins berlinois. Les coussins berlinois qui, aujourd'hui, si vous avez suivi l'actualité, sont remis en cause aujourd'hui, voire hyper dangereux, hein, des plaques de plastique dans un virage qui, pour toutes les personnes qui sont équipées de 4x4, ne les voient même pas d'ailleurs. Donc voilà, je veux dire que je pense que ça fait partie, évidemment, et c'est pas le seul, mais un des points vraiment, vraiment noirs, et on a vraiment de la chance aujourd'hui qu'il n'y ait pas de mort et qu'il n'y ait pas de famille, puisqu'en plus, le dimanche, tout le monde emprunte ce chemin-là pour aller à droite, là, dans les champs, faire du vélo, balader son chien, les poussettes, c'est vraiment, avec ce petit trottoir devant, c'est la balade du dimanche. Et alors il y a ça, donc excès de vitesse, absence de visibilité, non ralentisseur, et depuis peu un nouveau phénomène qui est lié à l'arrivée, alors ça je pense que c'est Waze, les GPS et autres, où là maintenant moi devant la maison je vois carrément des 38 tonnes quoi. Les gens circulent maintenant sur la rue de Saint-Germain-de-Lagrange et prennent justement cette fameuse descente où en période d'hivernale, quand ça gèle, plus d'un, même des bus. Hein. Alors, pareil, on pourrait discuter aussi des chauffeurs des 24 heures du Mans, de Hourtoul et compagnie, là, parce qu'eux, ils défoncent complètement. Ouais. Alors là, les stops, ils ne les voient même pas. Les trottoirs, tout ce qui est les bandes de signalisation en ciment, là, qui sont démontées, les panneaux écrasés, c'est eux. Donc tout cet aménagement-là, donc l'entrée, alors il y a le miroir du virage de la mort. Alors j'ai compris que c'était à la charge du particulier s'il fallait à nouveau en installer un, mais j'aimerais que vous me le confirmiez, parce qu'il existait fut un temps, puisqu'il permettait à la limite de voir dans ce virage si on avait la chance de pouvoir sortir ou pas. Sinon, vous me le direz. Pour le miroir, on va voir, mais je suis surprise. Il a été installé par qui, ce miroir? Eh ben, il était à la précédente mandature présent, et il y a eu... moi, j'avais signalé, puisqu'il y avait une réunion de quartier à l'époque au Chêne, et on m'avait dit, oui, on va s'en occuper. Mais bon, sans porter de jugement aucun, le panneau n'y est pas aujourd'hui. Alors, moi, les miroirs, c'est vrai que c'est bien pour vous qui sortez de chez vous pour vous protéger. Il faut savoir aussi que les gens qui arrivent à pleine vitesse, le miroir, ça leur permet de voir s'ils peuvent continuer au lieu de freiner. Hein. Oui, non, mais moi, c'est un peu à double tranchant, mais malgré tout, on va voir si on peut remettre un miroir. Bah, c'est déjà savoir si, pour toutes ces maisons-là qui sont en sorte dans ce virage, il n'y a absolument aucune visibilité, on ait la possibilité de voir si en pointant son nez, on ne va pas se ramasser une voiture qui arrive à pleine vitesse, parce que en plus, les coussins berlinois, ils sont complètement inefficaces. Et donc ils arrivent jusqu'à... alors, voire même, moi j'en ai poursuivi, je le confesse, parce que les stops, les 3 stops, ils ont même pas vu, quoi. Même un livreur, ou etc. Il est arrivé, il est passé au G20, il a même, je dirais presque
Il n'a pas fait exprès, quoi. Mais dit qu'il a bon, mais... Alors, ça fait partie des points qui sont malheureusement très nombreux sur notre commune, qui sont des endroits dangereux, pour les automobilistes, pour les piétons, pour les vélos. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits sur la commune qui sont à gérer, qui sont à aménager. Il y a des idées, il y a des possibilités. On ne peut pas tout faire tout de suite, c'est bien évident. Mais là, pour l'histoire du miroir, on va se renseigner, on va voir s'il est possible de réinstaller un miroir. Et puis après, d'évaluer la situation et de voir ce qu'on peut mettre en place pour casser cette vitesse. Il était installé juste avant la patte d'oie qui mène au champ, c'est-à-dire dans le virage, là où, fut un temps, se sont installées quelques caravanes, un champ là-bas, juste avant, il y avait ce miroir qui couvrait une grande partie du virage et qui permettait, quand les gens sortent de chez eux, d'avoir une visibilité. Ok, bon, on ira, ce qu'on fera, c'est qu'on ira voir et puis on va voir les solutions qu'on peut adopter pour évidemment éviter tous ces désagréments. Vous avez... Des pots de fleurs, des chicanes, tout. Vous n'êtes pas sans... Ça marche très bien dans certaines communes, c'est ce qui fait ralentir. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'à Maucpagny, nous avons fait un certain nombre d'aménagements. Non pas pour limiter la vitesse, parce qu'on n'a pas le pied sous le frein, mais pour indiquer que les automobilistes dépassent les vitesses et que c'est des lieux dangereux. Bien, alors quel chauffage prévu? C'est le système prévu pour le chauffage eau chaude concernant la maison médicale. Bon. Donc la maison médicale va bénéficier d'une installation en VRV assurant le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude. Donc c'est en gros, pour ne pas parler trop technique, ça veut dire que tous les locaux de travail, les cabinets, ainsi de suite, vont bénéficier d'une climatisation chaud-froid, qui permettent donc de chauffer l'hiver et de rafraîchir l'été, et les autres locaux, donc tout ce qui va être sanitaire et tout ça, vont être en panneaux rayonnants électriques. Et tout ça, bien sûr, est conforme à la norme RT 2012, puisque c'est ce qui est actuellement la norme qui est en vigueur, puisque la RT 2020 n'est toujours pas sortie des placards, des cartons, des... Voilà. Donc on ne peut pas l'appliquer. On la connaît pas, donc on ne peut pas l'appliquer. Tout le monde en entend parler, tout le monde, mais personne, les professionnels, personne on en entend parler. Donc la seule norme applicable actuellement, c'est la RT 2012. Et donc on va faire cette installation. Merci. Bien, merci. D'autres... Oui, j'aurais souhaité, alors c'est une question qui ne nous a pas été destinée, mais qui s'est passée, l'événement s'est passé il y a très peu de temps, et je pense qu'il est assez significatif. C'est l'accident, qui aurait pu être mortel d'ailleurs, qui s'est produit dans le début de la forêt de Benne, où une voiture, c'est la période où il y a eu plusieurs accidents à Benne d'ailleurs, puisqu'il y avait du verglas. C'était la semaine dernière, pas vendredi là, mais celui d'avant. Et donc il y a une voiture qui roulait à vive allure et qui donc a loupé un virage, a complètement massacré, on peut dire, un poteau sur lequel était suspendu le réseau de la fibre. J'avais alerté les services techniques qui sont intervenus très rapidement pour prévenir Orange. Orange s'est déplacé, ils ont raccordé les fibres qui avaient été endommagées, et ça s'est arrêté là à ce jour. Donc ça veut dire que ça fait une dizaine de jours que cet événement s'est passé. À cet endroit-là, compte tenu du trajet qu'a fait la voiture, qui a démoli complètement ses poteaux. Il y a une voiture qui est passée entre le talus et là où était arrêtée la voiture une fois dans le fossé. Ça a été miraculeux qu'il n'y ait pas un accident extrêmement grave à cet endroit-là. Donc je pense que Orange, si vous pouviez les inciter à se bouger un peu plus,
D'autant plus qu'ils font l'objet comme vous avez pu voir dans les médias, de beaucoup de critiques de la part des villes sur la manière dont ils gèrent justement ce réseau de la fibre entre autres. Nous avons rendez-vous bientôt, on est en train de chercher la date, mais nous avons rendez-vous bientôt avec eux justement sur le sujet. Juste rapidement, on a sollicité une rencontre avec le responsable de déploiement de la fibre Orange sur Ben pour faire un point sur, pour faire plusieurs points en fait, sur plein d'endroits où ça a été fait un peu à la va-vite, pour parler correctement, à la va-vite par des sous-traitants. Donc le 10, on a un point avec eux, justement, on va rajouter ce point en fait à l'ordre du jour. C'est ça, oui, c'est le 10. Parce que globalement, il y a plein d'endroits où, notamment sur des poteaux où ça a été installé en aérien, s'il y a un accident, ça va encore potentiellement couper la fibre de tout le monde. Enfin, en tout cas, il y a des travaux à envisager et à voir avec Orange là-dessus. Merci. Bien, nous allons passer aux questions maintenant de M. Philippe Gascoin, la liste révélée Ben. Pardon. Bien, alors question du projet de maison médicale. Alors, quel est le projet de votre équipe pour cet équipement? Quels professionnels de santé prévoyez-vous d'y intégrer? Les baux pour les futurs locataires sont-ils déjà réservés? Des actes baux conventions ont-ils déjà été signés? Voilà, alors, nous avons eu ce midi une réunion avec les professionnels de santé, puisque à la suite d'un certain nombre d'informations que nous avons eues de Nexity, on a pu leur donner toutes les informations concernant l'ouverture de cette maison de santé. Donc le projet, quel est le projet de votre équipe pour cet équipement? Alors je vous rappelle que c'était engagé il y a quelques années déjà, okay, et que ce projet de maison de santé pluridisciplinaire avait été engagé avec les professionnels de santé sur un lieu qui n'avait pas été déterminé par nous. Enfin bref, on ne va pas revenir sur tout le détail, c'est pas notre propos. Le projet, c'est qu'il se termine à la fin de l'année. D'accord? Alors, je vais laisser tout à l'heure la parole à Madame Margaritas qui vous en parler un peu plus. Ce qui serait bien, c'est que comme pour les professionnels de santé, nous allons faire un état de tout le planning, notre planning avec tout ce qui va se passer. Ce serait bien qu'on vous le communique, mais ça date de ce midi et on a pris la décision ce midi. Donc ce serait bien, on ne va pas vous donner tous les détails au fur et à mesure, on va vous en donner là. Le projet, c'est de le terminer effectivement, hein, ce projet. Nous avons... Alors, tu veux continuer? Allez-y, vas-y. Quand tu veux, je peux reprendre quand tu veux. Alors, Madame Mérès va reprendre la parole. Simplement, pour vous donner... Oui, mais simplement... Oui. Pour informer tout le monde, le dossier de consultation d'entreprise est parti cette semaine. Donc pour tout l'aménagement intérieur, oui, de la MSP. Ah, donc voilà. Alors, ces points étant éclaircis, donc les professionnels de santé qui vont intégrer la maison de santé ont co-construit le projet. Donc, dans ces professionnels de santé, on a 2 médecins, on a un dentiste, on a une podologue, deux podologues, pardon, une ergothérapeute, 2 kinésithérapeutes et 2 infirmières. Voilà, ça, ce sont les professionnels de santé qui vont intégrer la maison à son inauguration, donc le projet se terminant fin 2021. Juste une question concernant le choix de ces professionnels de santé. Comment est-ce qu'ils ont été recrutés et par quel biais? Parce que jusqu'à présent, aucun bail n'avait été signé. Oui. Alors, les professionnels de santé, nous, c'est le projet en amont. Nous, on ne sait pas comment ils ont été recrutés. Juste, ça a été fait avant nous, si vous voulez, toutes ces discussions avec les professionnels de santé, l'ARS, etc. Sachez qu'effectivement, il fallait... Alors, je dis de mémoire, hein, parce que de ce que j'ai pu apprendre et comprendre, c'est qu'à l'époque, pour pouvoir obtenir des subventions de l'ARS, etc., il fallait qu'il y ait une association et qu'il y ait des médecins et un ensemble de médecins et de praticiens qui intègrent une maison de santé. D'accord? Donc ça, je vous le dis parce que nous, on n'a pas participé aux discussions avec ces gens-là à l'époque, hein, mais voilà, c'est... Et donc, c'était les anciens... Mais néanmoins, j'ai su que l'agrément
Pardon? L'agrément, le fait de reconnaître que ça soit une maison médicale avait été une maison de santé très discutée. C'était limite compte tenu du fait des professions qui devaient s'installer. Oui. Et aujourd'hui, ça n'a pas... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, en tant que maison de santé, sans remettre en cause certaines professions, voilà, c'était effectivement, je rejoins ce commentaire en disant que c'était très discuté lors de la mandature précédente, parce que l'ARS a eu beaucoup de mal quand même à valider en tant que qualité de maison de santé. Enfin, ça a été validé. Et donc ça n'a pas évolué depuis. Je veux dire, il n'y a pas des professions plus médicales, on va dire, qui se sont... Ah bon? Ce sont que des professions médicales. Hein. Oui, moi j'ai juste une question, parce qu'il y a un code de déontologie et un code qui existe au niveau du droit qui est très très précis là-dessus. Oui. Est-ce que tous les professionnels de santé de Ben ont été sollicités? À l'époque, je me souviens à l'époque. Oui. Je ne suis pas sûre, monsieur Revel. Si. À ma connaissance. Oui, je ne suis pas sûre. C'est pour ça que je voulais intervenir. Oui. Et il faut bien qu'on verrouille ce problème-là pour ne pas se retrouver avec un procès sur le dos. Ouais. Parce que c'est le cas dans pas mal de maisons médicales. On a une obligation effectivement de le proposer à tout le monde et d'avoir un refus écrit de la part des gens. Alors, nous avons, à l'époque, c'est bien, ça a été fait à l'époque, on a parlé cet après-midi, il y avait eu un appel pour des médecins. Hein, je me trompe pas. C'est ça. Donc il y avait eu une... Oui, pour les médecins, mais moi je parle des paramédicaux là. Et il y a des lois qui existent et qui sont assez sévères là-dessus, et il ne faudrait pas qu'on se retrouve à la merci effectivement de ça. Oui, c'est ce que me disait M. Dubois, ils sont réunis au niveau d'une association. Ce qu'il fallait, c'était les médecins. C'était les médecins principalement. Mais là, on n'en a que deux. On n'en a que deux. Oui, 2 ou 3. Donc pour le reste, il va falloir que les locaux soient loués, et en tant que maison médicale d'une municipalité, c'est assez compliqué. Il faut oublier personne, parce que c'est là où on risque d'avoir des ennuis. Enfin, pour l'instant, la maison de santé, à part 2 places qui doivent rester, je ne me trompe pas, c'est complet. On a dentiste, on disait, avec un pôle, les infirmières, podologues, kinés, on a des demandes, et on a d'autres demandes. Voilà. Donc, voilà, je dis, on hérite de certaines choses, bien sûr, bien évidemment, mais tout au moins dans la façon de conduire l'opération. Après, c'est autre chose, mais voilà. Donc, tu peux continuer, mais tu continues sur les baux tu veux, je peux continuer. En ce qui concerne les baux de la maison de santé, qui était l'objet de la deuxième partie de cette question, donc l'appel d'offres pour la gestion de la maison de santé a été lancé ou va être lancé dans les prochains jours, ce qui va permettre de choisir un gestionnaire qui ne sera pas la commune, mais un gestionnaire professionnel pour mettre en place justement toute la relation qu'il y aura entre la mairie et la maison de santé. Les baux seront signés eh bien, un peu plus tard quand ils seront proposés, mais on ne pouvait pas signer des baux en amont sur une structure complètement vide et qu'on ne pouvait pas présenter aux professionnels de santé. Voilà. Et à préciser que ce n'est pas du travail de la mairie, c'est de s'occuper de la gestion des cabinets médicaux. Enfin, bon, on est d'accord? Alors, ça a été fait avant. Et donc on est un peu... voilà. Il y a eu des engagements qui ont été pris antérieurement et sur lesquels on devra s'appuyer. Oui, effectivement, il y a des choses qui ont été dites avant, désolé, et donc les médecins et les praticiens qui s'installent continuent à se baser là-dessus, mais de toute façon, sachez que pour fixer les tarifs, il y aura une délibération. D'accord? Bon, alors sachez que c'était fait avant, malheureusement, rien n'a été signé. Mais voilà. Malheureusement, vous savez très bien que pendant ces longs mois de discussion, il y a quasiment un contrat moral qui s'est fait entre les praticiens qui devaient venir, les professionnels de santé, et la mairie, même si c'était l'ancienne mairie. Et donc, par voie de conséquence, on sera peut-être un peu obligé, à un moment donné, de respecter la parole de la mairie, sauf à remettre en cause tout le système. Donc ça dépend, c'est un choix. Voilà. Est-ce que ça correspond à vos questions? Allez-y. Je peux vous éclairer pour les prix.
Moi, de ce que j'ai retenu, c'est 10 francs, enfin 10 euros le mètre carré. Mais c'est presque... Alors, donc, vous voyez, un local de 20 mètres carrés, ça fait 200, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait une somme qui est quand même dérisoire. Mais bon, c'est ce qui a été proposé par la précédente mandature. Mais c'est assez ahurissant quand même. Je vous l'accorde. Oui, alors, il y a quand même, il n'y a pas que les mètres carrés des locaux. Enfin, je veux dire, il y a aussi toute la partie, toutes les charges déjà, et toutes les parties communes. D'accord. Ça, c'est pas nous qui allons travailler dessus, c'est l'agence qui sera chargée, qu'on aura choisi, qui sera chargée de ça. Pas nous qui allons... Ouais. Bon, j'allais dire quelque chose, mais bon. Allez-y, continuez avec question. Merci. Bon, ça c'est pour les... Donc, on a répondu au bon. Pardon, excuse-moi. Oui, monsieur le maire, j'ai une petite question parce que, en fait, je crois qu'à Ben, depuis plusieurs années, on a perdu des professionnels de santé. Et en fait, aujourd'hui, cette nouvelle maison de santé, je me demande si elle apporte vraiment un plus par rapport à ce qui a été perdu. Parce qu'on sait qu'il va y avoir un déplacement des professionnels de santé, mais est-ce que ça va apporter vraiment un plus au niveau médical, peut-être au niveau paramédical, mais au niveau médical, on n'a pas d'informations à ce sujet. Vas-y Thierry. Il faut savoir que la recherche de médecins se poursuit de toute façon, puisqu'il reste encore des places disponibles dans la maison. Donc 2 médecins effectivement dans cette maison de santé, c'est pas suffisant, et il y a encore des actions de recherche qui se mettent en place pour pouvoir remplir, si on peut dire des choses comme ça, et apporter une meilleure offre de soins aux Bénois. J'aimerais apporter un complément. En fait, il faut bien, dans l'esprit de chacun, séparer l'aspect immobilier, qui est la maison médicale, les murs, et l'aspect juridique, qui est la maison de santé pluridisciplinaire, qui d'ailleurs pourrait intégrer des professionnels de santé qui ne sont pas dans les murs de la future maison de santé. Notre ambition autour de cette association de médecins, où il faut effectivement 2 médecins et des professionnels de santé, qui doit être validé par l'ARS, qui a été validé par l'ARS. Oui. Notre ambition autour de ça, c'est de nous appuyer sur cette structure administrative pour 2 choses. Pour évidemment recentrer la coopération entre tous les professionnels de santé autour du patient. Donc, augmenter la coopération entre les professionnels de santé autour du patient, qui est pluridisciplinaire en fait. On a des pathologies parfois pluridisciplinaires. Et la deuxième chose, c'est de nous appuyer sur cette association de maisons de santé pluridisciplinaires pour passer des partenariats, et pour l'instant on n'a pas encore démarré, puisqu'on attend que ce soit effectif, de passer des partenariats avec les hôpitaux du coin pour faire des vacations de spécialistes dans les murs de la maison de santé de Ben. Justement, notre ambition, c'est de profiter de cet outil pour élargir les disciplines qui pourront être consultées par les Bénois sur Ben. Alors pas de façon permanente, puisque ce serait des vacations, mais ça existe dans d'autres communes. Et voilà en fait l'objectif autour de ça, pour essayer comme vous le soulignez, d'élargir en fait les compétences médicales qui sont sur la commune. Oui. Certes, il reste peut-être encore quelques mètres carrés, mais la grande majorité des mètres carrés sont déjà pris. Et il y a certains praticiens, si ce n'est un en particulier, qui a déjà pris la part du lion dans cette affaire. Et qui par ailleurs est déjà installé sur Ben. Il va sans doute travailler dans un but non lucratif, peut-être qu'on aura des surprises. Alors, vous n'êtes pas sans savoir quand même aussi, vous avez un certain nombre de médecins qui ont quitté Ben pour s'installer dans une belle maison médicale pas très loin d'ici. D'accord ? Bon. Oui. Les surfaces. Alors,
Vas-y. Alors, pour information, la surface totale est de 840 mètres carrés. Alors, j'ai fait les surfaces quand même par pôle. Hein. Je n'ai pas pris médecin par médecin. Hein. Donc, le pôle médecin qui représente 6 cabinets est de 138 mètres carrés. Le pôle infirmier, 13 mètres carrés. Le pôle dentiste, 72 mètres carrés. Podologue pédicure, 65 mètres carrés. Pôle kinésie, 189 mètres carrés. Et il y a 363 mètres carrés d'espace commun, locaux techniques, sanitaires, enfin, voilà. Le demeurant, vous avez déjà les plans puisqu'ils ont été présentés en conseil municipal Voilà. au mois de juillet dernier. Au mois de juillet, oui. Tout a été présenté. Oui, oui. Non, mais... Ouais. Voilà. On passe à la question suivante ou vous avez d'autres questions sur ce sujet? C'est bon? Ok. Les locaux du CCAS. Alors, ils devaient être aménagés dans le bâtiment de la maison pluridisciplinaire de santé à côté des praticiens. Qu'en est-il aujourd'hui? Tu veux? Tu vas? Où tu veux? Vas-y. Bon, bah, coucou. Donc, les locaux du CCAS. Donc, on attend donc que la maison de santé pluridisciplinaire soit livrée, de façon à ce que les 2 médecins qui occupent actuellement le pavillon, enfin, nous j'appelle le pavillon de l'étang, intègrent donc la MSP. Et c'est dans ce pavillon donc que le futur CCAS sera implanté. Donc il y aura bien sûr une période où on va faire des travaux dans ces locaux parce que ils sont pas adaptés, voilà, pour accueillir le CCAS. Donc on va lancer courant 2021 une maîtrise d'œuvre donc pour l'aménagement de... Non, non, c'est pas grave. Hein. Voilà, coucou, c'est revenu. Donc, on va lancer donc, la maîtrise d'œuvre en fin d'année pour l'aménagement donc du pavillon de l'étang. Donc, il y aura un laps de temps dans lequel voilà, il y aura le temps qu'on fasse les travaux après et que donc on puisse accueillir les gens du CCAS dans ce pavillon de l'État dans des conditions un peu plus décentes de ce qu'elles ont actuellement. Donc pour bien comprendre un peu la logistique, c'est les 2 médecins vont rejoindre la maison médicale, voilà, et profiter de la libération, pour aménager le CCAS. Pour aménager le CCAS. Et que deviendrait après, à partir de là cette maison là du CCAS. Voilà. C'est un autre sujet. Mon Dieu. Quand on connaît l'état du bâtiment, ouais. D'accord. Donc ça sera, on verra ça en son temps. Hein. Bon, alors, on va répondre en même temps à la suite de cette question. Il existe 3 logements sociaux, etc., qu'on pourrait utiliser. En fait, il n'y a pas assez de place. Alors, vous savez que à l'origine, si je me souviens bien, le CCAS était déjà prévu, dans les premiers, tout premiers plans, si je ne me trompe pas, hein, était prévu dans la maison de pluridisciplinaire, mais il n'y avait pas assez de place. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais bon, ils ne pouvaient pas s'intégrer. Parce qu'il faut des bureaux pour bien sûr, les agents, mais aussi pour l'assistance sociale, pour une salle de réunion, pour des... Oui, tout à fait. Il y a des permanences, mission locale, assistance sociale. Il faut non seulement de la disponibilité donc pour les bureaux du CCAS, pour les agents qui travaillent tous les jours, mais en plus également pour les assistantes sociales qui passent 2 fois par semaine, pour la mission locale, etc. Donc à chaque fois, il faut des bureaux et il n'y avait pas assez de place donc, dans cette maison médicale. Je confirme. Alors, oui. Donc, aujourd'hui, on nous dit que donc le CCAS va se retrouver à l'étang. C'est ce que ça veut dire. Pour autant, le bailleur social qui est dans cette opération avait un certain nombre de logements à construire. Il s'avérait que 3 des logements qui étaient prévus dans son programme n'étaient pas nécessaires pour ses obligations. Et donc, ces 3 logements ont été proposés à la ville
donc à la précédente équipe, pour pouvoir les récupérer justement, pour pouvoir y installer le CCAS. Et donc je ne comprends pas pourquoi le CCAS ne s'installe pas dans ce pâté de maison alors que la place y est. Mais on vient de vous le dire. Mais non. Mais si, il n'y a pas assez de place. C'est des logements, il s'agit de logements. 3 logements dont le bailleur social n'avait pas besoin pour remplir Oui, son on quota. est d'accord, là-dessus. Et alors donc vous êtes en train de me dire que dans les 800 mètres carrés, ils sont également intégrés les 3 logements? Non, pas du tout. Alors, Sur un côté. Non, alors, à l'origine, cet emplacement, ces mètres carrés, avait été réservé pour le laboratoire, qui devait s'installer là. À l'origine. Moi, j'étais pas on n'était pas dans la majorité, M. Gascoigne. Et donc, si je m'en souviens bien, c'était le laboratoire. Donc, cet emplacement avait été réservé pour lui. Seulement au moment des négociations, il a trouvé que c'était trop cher, il n'a pas voulu venir. Voilà. Et donc, le laboratoire est resté où il était. Mais ça, c'est pas de notre fait, c'est du privé avec du privé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comprenez? C'était pas cette partie de labo n'était pas inclue dans la maison de santé. C'était pas dans le projet. C'était quelque chose d'annexe. C'était fait pour regrouper tout le monde, puisque, comme vous savez, le laboratoire, il y a des marches, etc. Bon. Et comme il n'est pas aux normes ADAP, évidemment, seulement... Alors moi, je vous raconte ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai pas dit que c'est nous qui avions pris une décision ou quoi que ce soit. Hein. Désolé. Encore une fois. je ne dis pas que vous êtes responsable du passé, sauf que j'ai entendu autre chose, moi. Alors dites-nous. Mais non, mais c'est ce dont je viens de vous parler. Il y avait 3 logements qui n'étaient pas à mettre à la vente. Et donc, en fait, l'idée, c'était que la ville récupère ces 3 logements pour justement y installer le CCAS. Alors, juste une précision derrière le mot récupérer. Oui. Il y a 400 000 euros. Évidemment. Non, mais oui, mais je suis désolé, mais je ne sais pas si vous vous rappelez où est installé, donc où on va installer le futur CCAS. C'est une zone qui est inondable. Le bâtiment, certes, on y a fait des travaux, mais ça ne sera jamais des bâtiments neufs comme ils vont l'être là où la nouvelle maison médicale va s'installer. On est bien d'accord. Bon, il serait quand même plus pertinent d'avoir des locaux pour des sociaux pour pouvoir gérer. Il serait quand même mieux d'avoir des services sociaux, et donc le CCAS, c'est tout à fait ça, qu'ils soient intégrés dans le même espace que les praticiens. Ça serait d'une logique. D'accord. Et donc, 400 000 euros. Il y a un truc que je ne comprends pas. 400 000 euros. Oui, mais 400 000 euros, Ah, c'est le prix d'un pavillon Vallée Capignon. Plus l'aménagement. Je suis désolé, monsieur, mais entre-temps, je ne peux pas moi défendre quelque chose qui n'est pas de notre fait. Si on avait été aux affaires il y a 6 ans, enfin plus maintenant, c'est pas comme ça qu'on aurait fait. D'accord. Bon, désolé, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Bon. Évidemment, nous, on s'est battus pour pas qu'il y ait autant de logements. Mais bon, on s'est battus. On a obtenu des diminutions. Hein. On en a eu. Mais le 90, on est passé à 61, excusez-moi, mais... Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas refaire l'histoire. Non, c'est dommage, parce que c'était le bon endroit. Désolé. Alors, il faut penser que quand même l'ancien CCAS sera vendu, donc il y aura quand même un retour de vente, même si ce n'est pas les 400 000, on est d'accord. Mais c'était très pertinent d'avoir tout le monde sous le même toit. Ça fera loin les 400 000. Bien. Vous avez des questions à ce sujet? Profitez-en. D'autres questions, M. Gascoigne? Non, pas pour ce... Non, pas pour l'instant. De toute façon, vous tiendra informé au fur et à mesure de l'avancement, hein, bien sûr. Route de Frileuse. Considérant le va-et-vient des camions et engins de chantier, la route de Frileuse, c'est celle qui va justement au fameux bâtiment qu'ils sont en train de construire. La dégradation de cette route deviendra réalité à très court terme. Aussi, avez-vous connaissance d'une convention ou d'un accord avec le promoteur pour connaître qui prendra en charge ces travaux? Michel. Ma réponse va être rapide. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'accord avec Nexity. Oui. Voilà. Ça fait il n'y a partie, même pas eu de contrat d'huissier. Il n'y a même pas eu de constat d'huissier de fait, à ma connaissance. On s'est renseigné. Donc, pareil, ça fait partie de l'héritage, hein, ce que j'appelle vulgairement les pots de pu qu'on découvre. Voilà. Ça, c'est dit.
Bah, écoutez, moi je vais vous dire, c'est le jour des élections. Il se trouve que je suis allé à la rencontre de M. Bricot. D'ailleurs, j'ai envoyé un courrier écrit à la fois à l'ancien maire et donc de fait au futur maire, parce qu'il était potentiellement un futur maire, notre maire aujourd'hui. Donc j'avais informé les deux de cette situation. Donc ça remonte quand même à quelques mois, hein, c'est quand même le mois de mars. Je pense que depuis le mois de mars dernier, enfin, c'est pas le mois de mars parce que ces élections ont eu lieu au mois de juin, je vous prie de m'excuser. Mais entre-temps, non, mais le chantier avait certes commencé, mais je trouve que c'est même a posteriori, on aurait pu quand même faire un état des lieux, parce que ça fait quand même au moins 6 mois qu'on aurait pu avoir un contrat au moins moral, si ce n'est financier, avec ce promoteur. Parce que là, Dieu sait, alors s'il n'y a pas eu de détail de constat de quoi que ce soit, eh ben, les additions, là effectivement, on va encore trouver de l'argent, va falloir trouver encore de l'argent pour payer les bêtises d'autres personnes. Oui, alors, et là, c'est scandaleux. Je suis d'accord avec vous, et c'est pas le seul endroit où on se retrouve avec des problèmes de voies d'accès sur des zones qui sont, disons, des zones d'habitation, qui sont des zones qui sont avec des multiplicités d'habitations dont aucune règle n'a été fixée au départ concernant l'accès. C'est-à-dire que là, c'est pareil, il aurait fallu que dans les contrats où ça a été signé ou autre, qu'on précise que tous les travaux auraient dû être à la charge de celui qui construisait, c'est-à-dire de Nexity. Désolé, pas été fait. Dans les contrats. Bon. Le passé nous coûte cher. Vas-y. Je vais profiter de ce sujet pour vous donner une information et de ce qui va être mis en œuvre cette année, et vous pourrez relayer l'information à partir, on va dire, d'aujourd'hui ou des prochains jours. Tout dépôt de permis de construire, de gens qui font de l'îlotage ou des promoteurs, etc., qui déposent un permis de construire, il y aura systématiquement un contrat de passé pour les constats d'huissier sur les voiries, à la charge de ceux qui déposent des permis de construire. Et systématiquement, les aménagements de voiries obligatoires du fait d'un îlotage, c'est-à-dire on a une propriété, on la sépare en 4, du coup il faut agrandir les trottoirs, les rues, les machins, tout ça. Il y aura des contrats qui sont faits systématiquement à la charge des gens ou des sociétés qui font ces nouveaux travaux et qui déposent ces permis de construire. Oui, je dis, il faudra s'y tenir, parce que ça a fait des ravages On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, justement, question suivante, on va rester un peu dans le sujet, c'est la question du PLU. Alors, effectivement, on a commencé. Alors, révision, on ne sait pas si c'est révision ou révision allégée ou de modification. Un groupe de travail donc, est en cours en ce moment pour définir, disons, les orientations qu'on voudra prendre concernant ces révisions allégées ou autres, hein, et c'est en cours de réflexion. Attention, je ne vais pas parler de la révision elle-même, de la révision allégée, je parle de la réflexion qui va amener au 13 avril au vote d'une délibération qui permettra d'enclencher les travaux sur la révision allégée du PLU. C'est en cours. Voilà. C'est bon ? Très bien. Conduite de la commune jusqu'à la fin de ce mandat. Crise sanitaire économique. J'ai votre question. La crise économique et sociale que nous connaissons a-t-elle modifié les priorités annoncées lors de votre campagne? Monsieur le maire, pouvez-vous faire l'équivalent de ce qui, à l'Assemblée nationale, est appelé une déclaration de politique générale? Chaque adjoint peut-il, au cours des prochains conseils municipaux, faire de même en ce qui concerne son secteur? Bon, je pense que vous avez quand même dû remarquer qu'on n'était pas à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Et je ne me prends pas pour un Premier ministre, désolé. En ce qui concerne la réponse que je vais vous faire, lors du conseil qui va concerner le vote du budget, chaque adjoint, le maire en particulier, présentera sa feuille de route et son budget. La réponse que je peux vous faire est ce qu'on avait prévu depuis longtemps d'ailleurs de faire. C'est pas un budget où on va vous étaler, c'est chacun qui présentera son budget, avec ses orientations. C'est tout à fait ce que je recherche. Voilà, très bien. D'autres questions?
Non, c'est bon? Bien. Écoutez, le conseil se termine. Je vous remercie de nous avoir écouté sagement. Merci à vous. Bonne soirée.